Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Positive Leadership Podcast. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'accueillir un entrepreneur au parcours un petit peu atypique, mais on va le découvrir ensemble, dont l'engagement a révolutionné la consommation alimentaire en France, dans notre pays. Il a créé notamment dans le passé les Gueules Cassées, l'initiative contre le gaspillage alimentaire, et surtout, c'est qui le patron ? La marque du consommateur qui permet à des millions de citoyens aujourd'hui, français, de soutenir directement les producteurs. Il incarne vraiment une forme de leadership positif, selon moi, tournée vers l'impact collectif, la justice sociale et une consommation plus responsable. Nicolas Chaban, Nicolas, très heureux de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. C'est partagé. Alors, on va démarrer par le début. J'aime bien démarrer, Nicolas, en posant quelques questions un petit peu sur l'enfance, les endroits, les lieux dans lesquels on a vécu. Et donc, j'aimerais évoquer un petit peu, je crois, le début de ton histoire. J'ai cru comprendre, enfin, je t'ai écouté sur un certain nombre d'interventions quand même, et lu aussi. Tu as grandi au pied du Mont Ventoux, dans le Vaucluse, et que tu as suivi des études littéraires avant finalement d'entrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et j'ai cru comprendre que d'ailleurs, les fraises de Carpentras étaient un petit peu ta Madeleine de Proust, d'une certaine manière. Alors, vrai. Comment ton enfance et ton éducation, finalement, ont façonné ton engagement pour une consommation plus éthique, plus responsable aujourd'hui, en partant de ces fraises? Alors, ouais, je vais faire une toute petite rectification, mais légère, mais ce qui montre aussi peut-être l'histoire telle qu'elle est. Là, on parle de mon itinéraire, mais c'est tellement collectif, notamment c'est qui le patron, que... Voilà, pardon au collectif, mais c'est pour rappeler peut-être d'où c'est parti. La toute première phrase, c'était sur l'enfance à Carpentras. Alors toute l'adolescence. La première enfance, c'était Madagascar. Pendant de 0 à 7 ans. Mais c'était une période où après, on ne se rappelle pas exactement toutes ces premières années, mais elles sont quand même si importantes. Ça marche. La deuxième, c'est les études littéraires. Alors très franchement, elles ont été... tellement peu habillé et adossé à du diplôme qu'on va parler d'années plutôt de fac et de restaurant universitaire. D'accord. J'ai vu dans la page Wikipédia qu'il y avait une phrase extraordinaire qui fait rire tout le bureau. Il passe 4 ans à la Sorbonne sans obtenir le moindre diplôme. Ah oui, c'est flatteur. C'est bien l'histoire, c'est très flatteur. J'avais dit à un journaliste et c'était très sympa que ce soit repris. Ce qui est marrant, c'est que tu as parlé du restaurant universitaire. Ouais, non, parce que c'est terrible de dire ça, mais j'étais plus au restaurant universitaire finalement en temps encore que sur les bancs de la Sorbonne, ce qui est pas bien et il faut pas s'enorgueillir de ça, mais puisqu'on est dans la vérité, je la raconte. Mais ça veut dire que tu étais déjà intéressé par le problème de l'alimentation quelque part. Ah ouais, non mais évidemment, on est quand même très nombreux dans le monde à penser à nous nourrir tous les jours. Donc c'est un bon point de départ d'ailleurs de ce qu'on se dira après. Et après sur l'entrepreneuriat, moi effectivement j'ai fait une forme d'entrepreneuriat, mais elle était tellement dès le départ très collective, avec notamment la confrérie de la fraise, que je me sentais initiateur d'aventures collectives plus que entrepreneur individuel. On le verra après. Mais voilà, mais c'est juste pour partir de ces 3 points et non pas les réajuster, mais les préciser. Parce que ça montre peut-être après ce qui est devenu l'histoire. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter l'une de ces initiatives, la fameuse dont on parle dans Wikipédia et ailleurs, les fameuses Gueules Cassées? Comment c'est né cette histoire? C'est arrivé d'où? Tu as rencontré les Gueules Cassées, tu en as mangé? Ouais, les Gueules Cassées, c'est... et comment ça a alimenté en toi peut-être un désir d'aller vraiment aller beaucoup plus loin sur cette cause? Avec les producteurs, mais en fait, il y avait une journaliste qui faisait le récit aussi de cette aventure et qui m'a fait découvrir qu'à chaque fois, il y a quand même un lien direct, les producteurs, les soutenir, rassembler des consommateurs pour venir en aide aux producteurs. Parce qu'avant les Gueules Cassées, si on fait rapidement, il y a la confrérie de la fraise, il y a l'aventure qui est devenue Sol et Fruits, aujourd'hui gustatif et solidaire, c'est-à-dire des producteurs de fruits qui, en échange d'une qualité, sont payés au juste prix. Et pas, je fais de la qualité, mais j'ai du mal à vendre, mes produits au juste prix. Donc c'est Renan et Vin qui fait ça en Bretagne. Il y a 109 familles et on peut trouver ces produits qui aident vraiment les producteurs. Et puis après, les Gueules Cassées, c'est ce moment où je me rappelle du point de départ, on est dans le Luberon, les portes du Luberon, chez Thierry Saint-Michel. C'est un producteur d'abricots
de cette démarche précédemment citée qui Ouais. est incroyable. Ouais. Il cueille à maturité, Mhm. c'est tellement bon, il y a une nappe phréatique à 6 mètres, c'est-à-dire qu'il arrose même pas ses arbres. On est dans des conditions un peu rêvées. Et ces abricots, ces pêches et nectarines tellement bons et bonnes, Oui, oui, oui. je voyais que sur les abricots, il triait en parlant avec nous, et puis il envoyait ça sous l'établi. Ah oui. Et ça devenait une partie d'abricots écartés. Ouais, Alors, ouais. franchement, à l'œil nu, on voyait à peine les choses. Pas les Et différences. je dis, mais pourquoi tu mets ça de côté? Ouais. Bah, parce que là, tu vois, il y a une forme un peu différente, il y a une mini tache. Et je me dis à ce moment-là, mais attends, ça veut dire que toi, tu vas pas les vendre. Nous, on pourrait les consommer, ils sont tout aussi bons. Ouais. Il me dit, oui, mais à l'époque, ça a Oui. évolué. Si la palette d'abricots arrivait avec un Pas petit défaut, parfaite. Ouais. et elle pouvait être totalement refusée. Wow. Et voilà comment on s'est dit, bon, ça aidera les producteurs. Nous, on a accès à des produits Ouais. moins chers, Ouais. puisque il suffit qu'ils les vendent même moitié prix ou 70% du prix pour gagner plus que s'ils Bien nous sûr. les jettent. Ouais. Et nous, on sera gagnants en tant que consommateurs. C'est Ouais. aussi bon que l'abricot, censé être parfait. Et voilà comment sont nés les gueules cassées. J'étais étonné de me rendre compte après coup que c'est là où on est assez innovant, je pense, les consommateurs en Ouais. France. Il y avait rien qui existait de similaire. C'est la première fois. Ouais, dans le monde, il n'y Ouais. avait pas une initiative qui avait créé une forme de marque pour dédramatiser le fait que c'est pas parce que tu as un petit défaut, une forme différente, Que c'est pas consommable. que c'est pas consommable. Ouais, ouais. Et c'est comme ça que pour arriver jusqu'à C'est qui le patron, le New York Times qui avait repéré la démarche a fait un article. Ah On oui. voit toujours en ligne, il s'appelle Save Planet, Eat Ugly. Mhm. Et parce que le New York Times avait repéré la démarche, l'ONU a repéré cette démarche française anti-gaspi, ce qui était sympa. Ah oui, c'est une belle On vision. nous a demandé de présenter Ouais. la démarche donc à l'ONU, à l'antenne européenne. Et voilà comment je me suis retrouvé dans une discussion avec le fameux conseiller Ouais. du ministère Ouais, ouais. qui m'a dit, là on parle des fruits et légumes, Ouais. et d'ailleurs on est en train d'y revenir beaucoup là aux fruits et légumes pour Ouais. les soutenir. Ouais. Est-ce que vous n'auriez pas, vous les consommateurs, on était déjà un groupe de consommateurs, Mmh. une idée pour aider les producteurs de lait? Ouais. Et voilà comment est arrivé C'est qui le patron. C'est comme ça que ça a démarré, d'accord. Ouais. Il n'y a pas une histoire aussi autour de cet article aux US qui a déclenché l'intérêt d'investisseurs éventuels? Ah ouais, Hein? si, bah, il y a... Tu as voilà, tu as là, failli- on tu as s'est failli. rappelé ça il n'y a pas longtemps, mais c'est là où je me suis rendu compte définitivement que c'était pas pour moi l'entrepreneuriat traditionnel avec notamment ce qu'on appelle les fonds. Oui, oui, oui. Parce que, sans faire une caricature en opposant tout, il faut que les choses existent, il faut qu'elles soient ainsi, même si elles doivent, à mon avis, évoluer. Quand il y a un fonds, il y a une espèce d'entité où ceux qui amènent cet argent sont pas forcément directement, c'est pas des business angels, ils amènent de l'argent. Bon. Et par défaut, il y a une pression qui se met sur le modèle économique. Ouais. Il faut faire évidemment des revenus, des bénéfices. Et quand vous voulez faire du soutien, notamment aux producteurs, la fameuse matière première, on peut naturellement vous dire, bah écoutez, enlever des centimes aux producteurs, ça nous fera plus d'argent à la fin de l'année. Plus de marge. Nous, on voulait faire l'inverse. Donc, quand cet investisseur, à l'époque des gueules cassées, où c'était pareil, il n'y a pas une aventure qui générait des dividendes. C'était un choix. Tout l'argent de fin d'année revenait vers les producteurs. Il était réinvesti pour les producteurs. Et là, c'était je me rappelle plus son nom, j'ai essayé de me rappeler il n'y a pas longtemps, mais un nom de chanteur connu, là, enfin, un homonyme. L'Américain millionnaire vient à Paris, il veut investir. Et là, on est dans une soirée qui est tellement pas nous. Délirante. Il y avait Bertrand Swiderski de Carrefour à l'époque. C'est là aussi où on parle des gueules cassées avec lui. Carrefour. Et ce jour-là, je me suis dit non, nous consommateurs, c'est pas ça. on n'a pas besoin de cet argent extérieur, puisque tout l'argent du monde économique, dont d'ailleurs les millions de ce monsieur, à un moment donné, ils étaient dans nos poches, quoi. Bon, et donc c'est le point de départ de l'idée de faire sans banque, sans fonds, sans dette, sans adossement, sans obligation de changer la philosophie un peu pure de l'histoire, une aventure indépendante de consommateurs. Voilà comment le modèle après s'est affiné. Non, je trouve ça remarquable parce que Dieu sait que depuis l'eau coulée sous les ponts, comme on dit, et le modèle un petit peu type maintenant d'entrepreneur, c'est de dire je vais lever des fonds. Et en fait, tu n'as pas levé de fonds. Non, oui, les chiffres sont fous. C'est que là, après, il faut être très humble et se dire qu'il y a eu une part aussi certainement une bonne étoile. Mais quand on lance C'est qui le patron,
on nous dit, vous êtes en train de créer, vous les consommateurs, une brique de lait, pas d'agence de com, pas de commerciaux dans les magasins, pas de force de vente, pas de pub à la télé. Tout le monde nous a dit, franchement, vous allez vendre un plat de fond de verre, quoi, avec 5 millions de litres par an, ce qui était déjà assez incroyable. Extraordinaire. Et dès le premier mois, on regarde les chiffres, la laiterie nous appelle en disant il y a 1 million de litres déjà vendus. Et à la fin de la première année, 33 millions de litres par rapport aux 5 millions. Et la deuxième année, 66 millions, je crois, ou 60 millions. Donc en fait, incroyable. Quelque chose s'était emparé de l'histoire, loin des piliers habituels. Il n'y avait pas de fonds, il n'y avait pas de business plan, il n'y avait pas de stratégie agressive. Il y avait peut-être un truc essentiel pour la suite, du bon sens collectif, une envie de tous se rassembler autour d'une cause saine, aider ceux qui nous nourrissent à vivre de leur travail. Ça, on va y revenir un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, Nicolas. J'aimerais passer un petit moment sur la notion de long terme et de patience, à l'opposé du court terme, de l'immédiateté de résultats. J'avais eu sur mon podcast quelqu'un qui s'appelle Dory Clark, qui est une autrice, une conférencière, et notamment qui nous expliquait dans son livre qui s'appelait The Long Game l'importance de penser sur le long terme pour créer un impact durable. Ce qui paraît du bon sens d'ailleurs, mais qui est tellement peu réalisé par la plupart des entrepreneurs. Alors tu sens vraiment incarner cette idée d'une approche durable, collective. Comment tu as construit cette vision, en fait, au démarrage? Est-ce que tu l'avais dès le début en se disant, en fait, je suis parti sur c'est vraiment une trajectoire de très long terme, et donc je suis patient. Je ne vais pas lever des fonds tout de suite, parce que je veux créer un modèle organique qui permette de créer cette intelligence collective et d'amener toutes les parties prenantes, on va en parler tout à l'heure autour de la table, pour décider ensemble. C'est quoi un petit peu le début de cette vision et comment tu l'as articulé? Il faut repréciser une chose, c'est que moi je me suis pas levé un matin en me disant tiens, il y a une stratégie qui serait celle-là, on va se mettre dans une posture qui nous amènerait à cette façon de faire. Je crois qu'instinctivement, de façon un peu viscérale, récemment, on m'a proposé d'en parler. C'est compliqué parce que c'est pas une stratégie, c'est pas une recette. On n'est pas en face d'une façon de faire. Il y a un journaliste, pareil, du journal anglais Le Times, qui est venu, qui a fait un article. Il avait du mal à comprendre comment il y avait des résultats comme ça, parce que c'est le moment où il apprenait, donc on va le dire dès maintenant, cette autre façon de faire, si ça peut peut-être donner envie à certains de la regarder, cette notion de partage. Ça crée pas des aventures sympathiques dans un coin pleines de belles idées, mais avec une capacité limitée à vendre des produits. C'est devenu la marque nouvelle la plus vendue en France, c'est qui le patron? Pour le dire autrement, le monde économique n'a pas créé une marque depuis 10 ans en France, dans l'agroalimentaire, qui se vend plus que celle-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand groupe, avec tous les moyens des grands groupes, qui peut se targuer de vendre plus que cette marque de consommateurs, et qui n'est pas la plus vendue parce qu'elle est la moins chère, mais parce qu'elle est solidaire. Donc quand on reprend cette logique-là, pour répondre à la question, moi je me suis jamais levé en me disant tu vas faire une stratégie. Je me suis dit, si on veut que beaucoup de produits soient achetés, donc les producteurs soutenus, il faut que j'essaie naturellement, enfin et encore là je fais l'effort de le décrire, mais je me suis dit, c'est une marque de consommateur. Tu ne dois pas être un entrepreneur dans une position où, avec une équipe, tu considères que des consommateurs seraient une espèce de peuple extérieur, que tu vas essayer... Là, je décris quand même le marketing et toutes les boîtes traditionnellement. Oui, on va essayer de faire des produits pour que cette masse de gens qui s'appellent les consommateurs achètent. Non, nous, on est des consommateurs. On est dans une coopérative, on est tous sur le même niveau d'intention, de sensibilité. Et une fois que tu désamorces la notion de gain, puisque, encore une fois, si j'avais fait un système où à la fin de l'année, cette bonne idée qui rapporte de l'argent, si j'avais mis ces millions d'euros dans ma poche, j'aurais donné certainement moins envie à tout le monde de se dire « Ok, c'est notre marque, on va se bouger, on va aller voir le directeur de magasin, on va faire des animations. » Donc, il y avait quelque chose au départ qui était vraiment un entrepreneur, soit, bon, c'est mon rôle, créer une aventure où les producteurs vont être aidés, mais il n'y aura pas d'enrichissement personnel, il n'y aura pas un groupe, un fonds qui va capter le résultat de tout ça. L'excellent économique. Donc, quand vous enlevez cette équation de quelques-uns qui captent le résultat pour le bien commun du projet aide les producteurs, vous avez une masse de gens
1, 2, 3, 50 000, là on est 16 millions, qui se disent, ok, c'est ma marque. Ouais. C'est pas la marque de l'équipe de C'est qui le patron de Nicolas Chavannes. Ouais. Alors après, il a fallu faire des choses, créer la fondation actionnaire pour le graver dans le marbre, etc. Voilà. Ouais. Mais il faut vraiment se dire une chose, si on peut témoigner de ça. Oui. C'est pas une posture. Demain, tu te dis, tiens, je vais faire une start-up. C'était pas un plan stratégique à 10 ans. Non. Absolument pas. Une start-up qui ressemblerait un peu à C'est qui le patron avec des fonds et un business plan ne marcherait pas. Voilà. Bien sûr. Non. Alors, j'aimerais qu'on en revienne au moment fondateur, en fait. C'est en 2016 que tu lances C'est qui le patron. Donc, avec une idée simple pour tous nos auditeurs et puissante, permettre aux consommateurs de définir les critères de production des produits via un processus collaboratif. Je peux rectifier ? Vas-y. Nous permettre à nous, les consommateurs, de déterminer. Nous. Non, c'est intéressant. On en fait partie, bien sûr. L'équipe était directement dans la notion du vote. C'est nous aussi. C'est important parce que pourquoi je me permets de faire ça ? Tu as raison. Le millimètre de départ, après, il fait 1 kilomètre à l'arrivée. C'est-à-dire que si on avait dit, on décrit un concept de création de produits pour les consommateurs qui vont pouvoir voter, ils se seraient retrouvés dans leur position de je pousse un caddie, je réponds à des questions, je verrai s'ils achètent. Alors que là, c'est pas ça. C'est bon, les amis, on a une marque à nous, les consommateurs. Prenez votre part. C'est notre marque. Et puis, on le fait ensemble. C'était pas pareil. J'aime beaucoup. Alors, je rappellerai aussi, si mes chiffres sont bons, tu me corrigeras, Nicolas, que 26% des producteurs vivent aujourd'hui sous le seuil de la pauvreté. Et chaque semaine, 200 d'entre eux mettent la clé sous la porte. C'est pire que ça. 26%, c'est notamment les couples. Mais on ne tient pas compte du fait que les épouses ou les époux, dans les deux sens, quand c'est une productrice ou un producteur, bossent et ramènent de l'argent. Si on revient à la rémunération réelle du producteur, c'est beaucoup plus que ce chiffre. Beaucoup plus que ce chiffre, malheureusement. Alors, est-ce que tu peux revenir à ce moment créatif du démarrage de justement C'est qui le patron, et notamment aussi d'éduquer nos auditeurs, je t'ai entendu le faire moi dans un autre podcast il y a déjà quelques temps, sur la fixation du juste prix, du prix d'un litre de lait. Voilà. Mais qu'est-ce que tu as dit comme phrase juste avant ? Avant, c'est en fait éduquer, tu as dit ? Éduquer nos auditeurs. Non mais je fais exprès. Parce qu'il y a un peu d'éducation. Est-ce que tu es très pédagogique quand tu déclines le prix ? Non, mais vraiment, c'est plein de bienveillance. Moi, par exemple, dans notre aventure, comme on est nous-mêmes consommateurs, c'est un petit mot. Je me rappelle, on était avec Danone qui nous expliquait que la directrice du marketing de l'époque, elle nous disait il faut éduquer les consommateurs. Je dis, mais arrêtez déjà à ce point de départ. Les professeurs de la grande marque vont éduquer les enfants devenus adultes. Enfin, arrêtez. On va donner des infos et des clés à des gens pour les comprendre. J'ai rebondi. Non, mais tu as raison. Je sais que tu l'as pas dit dans ce sens-là, mais ça me permet de rebondir. C'est important au niveau de la tonalité. Le nombre de gens que j'entends à la conférence dire il faut éduquer le consommateur. C'est-à-dire que là, il n'est pas à côté de toi dans le même bateau en train de faire quelque chose comme tu le fais. Tu es en train de déléguer à distance un système avec autre chose que une dimension collective. Bon. Alors, pour expliquer évidemment le questionnaire, ça c'est une idée de départ qui était comme on va pas faire de communication et que c'était pas le but, je crée un produit, on fait 2 minutes sur l'incroyable réalité du marketing qui doit évoluer. Vous vous rendez compte que le marketing actuel, c'est une petite famille de gens experts qui se dit je vais créer un produit pour des millions de gens, mais en réalité, je vais pas leur parler. C'est génial, quoi. C'est-à-dire, je vais essayer d'imaginer, d'inventer, grâce évidemment à mon expertise. Non, arrêtez, quoi. On fait des produits. Le plus simple, c'est au-delà d'un panel, parce que ça marche pas non plus. Si tu dis à quelqu'un, tiens, viens dans un coin, teste-moi ça. Voilà, tu as des gros logos de la structure, on te fait tester. C'est pas pareil que si on te dit, bon, ok, on fait actuellement, c'est par exemple des cerises. Je prends le dernier exemple, et tous les produits, le lait a été fait comme ça, etc. Et ben là, on te fait 8 questions, ça va très vite. Et puis, tu découvres, on l'a vu, on en a reparlé hier, avec le producteur de cerises, Nicolas Laurent, que ce qui fait que le producteur arrache ses arbres, c'est qu'il lui manque 1,50 € par kilo. Ok, donc là, il y a la question, quelle rémunération pour les producteurs ? Tu découvres cours mondial, il vit pas, il arrache ses arbres, ok. Et ensuite on te dit il faut lui rajouter 1,50 € par kilo. Et on te met, voilà ce que ça représente pour toi, consommateur. On consomme 400 grammes par an et par habitant. Ça veut dire que tu découvres que pour que le producteur
dans la région de Lyon qui a des cerisiers, pour qu'il arrête d'arracher ses arbres, si tu lui donnes par an 60 centimes, 400 grammes fois 1,50 €, il va s'en sortir. 60 centimes pour toi, et lui arrête de disparaître. 30% de la production a disparu en cerises en France. Ok, ben cette info, on ne l'avait pas. Puis après, tu vas un peu plus loin dans le questionnaire. Quel calibre? Alors là, tu vois la plus 28, la plus belle. Bon. Et là, on te dit quand même ça. C'est ce qui se vend facilement. Là où le producteur a des difficultés, c'est le plus 24, 26. C'est une belle cerise. Le calibre un peu inférieur. Celle-là, par défaut, par une espèce d'idée que ah ben non, mais celle-là, bon, elle est bradée. Elle est mal payée au producteur. Et donc, on a dit à tout le monde, si vous la choisissez, évidemment, si on la remet au bon prix, la vie du producteur change. Là, les résultats ne sont pas encore parus, mais au moment du podcast, ils le sauront. On voit les tendances. Ils sont phénoménales. Tout le monde est allé sur cette réalité parce qu'on l'avait comprise. Donc, on voit qu'entre le directeur de la grande marque du marketing qui se dit je vais créer un produit, alors je vais surtout pas en parler aux gens qui vont l'acheter, et après je ferai de la pub. Non mais il y a des trucs de dingue. Il vaut mieux se dire ok, voilà les enjeux, 8 questions. La réponse que vous donnez induit une notion d'évolution du prix. Ça, c'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est des consommateurs qui font confiance dans leur bon sens collectif, dans leur capacité, de leur bienveillance à comprendre les choses pour créer des produits. Donc voilà, c'est une évolution indispensable pour la suite. Parce que les conséquences de nos achats sont évidemment très importantes sur le monde. Non, j'adore le modèle parce qu'il est très factuel, il est très concret, il est orienté données aussi et pas fantasme. Et est-ce que ces 8 questions, elles sont un peu modélisées aujourd'hui? Il y a quelques variantes pour chaque produit, parce que je reparle du lait qui est l'élément fondateur, enfin le produit fondateur. Ça dépend des produits. Ça dépend des produits. C'est une question intéressante, je vais te donner des exemples très concrets qui me reviennent, mais il y en a tellement. Allez voir les questionnaires d'ailleurs des produits que vous pouvez acheter, on peut les refaire. D'accord. On refait le questionnaire du lait, des yaourts, du beurre, et en fait, on se rend compte qu'on est à chaque fois pas loin de ce qui a été décidé, parce que le bon sens de quelqu'un de désintéressé dans une logique directe se rapproche beaucoup de celui de beaucoup d'autres. Et là, moi je me rappelle de questions qui étaient fortes. Le beurre, par exemple, on découvre que, pour le beurre bio, et tous les beurres d'ailleurs, on découvre en discutant avec les producteurs, avec les fabricants, il y a ce qu'on appelle, je crois que c'est le carotène, c'est au masculin. C'est un colorant qui vient donner une couleur unique au beurre toute l'année. D'accord. Et là, on se dit, mais pourquoi alors? Personne ne sait. Bon, une couleur. C'est un fait institutionnel, c'est comme ça. Avant, qu'est-ce qui se passe si on l'enlève? Si on l'enlève, ça va suivre un peu plus la couleur des saisons en fonction des fleurs. Je me suis dit, attendez, c'est quand même sympa. Et on récupère 1 centime. Ok, on l'a donné au producteur. Donc en fait, dès qu'on est rentré dans les coulisses des produits, on a découvert tellement de choses qui pouvaient, par un petit réajustement, rendre le produit plus naturel, rendre le produit plus sympa au niveau du bien-être animal. On a décidé que les vaches allaient voir du pâturage. Pourquoi? Parce que on nous a dit, voilà, pour le lait au départ, si vous les laissez dans l'étable, c'est pas très sympa pour elles, le lait coûte un petit peu moins cher. Bon, on leur a dit, mais combien? Si vous voulez qu'elles voient du pâturage, 1 à 3 mois, 2 centimes, 3 à 6 mois, 4 centimes. Dans le prix intégré, pas en plus. C'était dans l'intégration. On passait de 69 centimes à 75. On a dit, on les met. Et puis après, quand tu sais que la vache voit du pâturage, qu'elle est heureuse, que le lait est meilleur, parce que quand elle, évidemment, elle consomme dans de grands espaces beaucoup d'herbes, de trèfle, de luzerne, luzerne en complément. Et c'est des petites choses où on s'est tous dit, mais enfin, les coulisses de notre alimentation, c'est incroyable. Quand on connaît les enjeux sur la santé, sur l'impact environnemental, donc c'était naturel de le faire. En fait, en t'écoutant, ça me fait penser, alors je vais utiliser un terme tech, parce que c'est un peu mon background aussi pendant pas mal d'années, c'est du reverse engineering. C'est-à-dire, tu pars de cet aliment, une cerise, le litre de lait, et tu reviens en arrière en décomposant finalement toute la formule de la création de ce produit qui est vendu, qui est sur les rayons, en enlevant chacune des étapes et en la réanalysant avec un microscope, j'allais dire. Mais c'est ce qu'on aurait dû faire, à mon avis, depuis longtemps. En t'écoutant, je me rends compte du contraste que ça crée. C'est-à-dire que là, on dit, la nouveauté, c'est d'avoir mis sur la table les différentes possibilités de faire le produit, en montrant
l'incidence sur le prix voté conseiller final, parce que à chaque fois qu'on fait un choix sur les questionnaires, on voit ce que ça coûterait de le faire, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un petit arbitrage après sur le prix. Et oui, je me redis que ça a fonctionné C'est qui le patron, parce que on a tous capacité à passer un peu de temps, 8 questions, pour comprendre avec une garantie extraordinaire. Quand tu as fait le questionnaire, bah, tu sais que dans le lait, les vaches voudraient du pâturage. Tu vas pouvoir d'ailleurs après le contrôler. C'est le principe du patron. En tant que sociétaire ou de l'équipe, on va le voir. Tu sais, elles mangent du trèfle, de la luzerne, donc le lait est bon. Ah, tu as choisi que pour 1 centime de plus que les fourrages seraient locaux, ils ne viendraient pas du fin fond de l'Europe. Donc tu sais qu'il y a un impact environnemental moindre. Et puis surtout, tu as mis une rémunération où tu sais que le producteur gagne sa vie et qu'il va pouvoir prendre quelques jours de vacances. Et à la fin, la brique de lait, elle n'est pas passée de 80 centimes à 3 euros. Alors c'est quoi justement le prix? Tu peux donner un indicateur de ce que le mouvement que vous avez fait sur le prix? Alors, vous avez lancé je m'oblige à faire ça. Je ne vais pas vous parler de la notion de combien un produit fait comme ça est plus cher, franchement, parce que c'est pas toujours le cas. Quand on enlève du marketing, on a des surprises étonnantes aussi. Je vais vous dire, ces produits-là qu'on a créés, nous les consommateurs, ils sont pas plus chers. Ils sont au juste prix de ce qu'un produit doit être, si on veut l'aligner sur des éléments de solidarité pour les producteurs, mais pas que la santé, le bien-être animal, l'impact environnemental. C'est le juste prix. Donc les autres sont, hélas, pas assez chers, c'est malheureux de le dire, mais pas au juste prix, pour arriver à répondre à tout ça. Et on se rend compte que ça dépend, mais sur, par exemple, le lait, les 8 centimes à rajouter... C'est 8 centimes dont on parle. Par litre, pour que le producteur gagne sa vie. Sur un prix total de combien, Nicolas? Sur un prix de 1,27 €. 1,27 €. Voilà, 8 centimes, il leur manquait. Et là, ces 8 centimes, il y a une petite séquence qu'on voit sur Internet où on a vu Emmanuel Macron qui vient au salon, on va en parler de ça, qui voulait nous voir. Et bien là, ce moment, il a tout résumé. Parce que, bon, tu vas en parler plus tard, mais... Oui, on peut. Vas-y. Il pose des questions comme tout le monde. Et puis là, d'abord, on lui dit, mais on est une coopérative. On l'a pas dit depuis le début, on est une coopérative de consommateurs. C'est très important. Il y a des structures à côté, mais elles sont passées dans un principe de fondation actionnaire. Donc, il n'y a pas d'argent qui sort du système. Partagé entre tous les gains des efforts collectifs de fin d'année. Les sociétaires reviennent vers les producteurs, vers des soutiens, au-delà d'ailleurs de ceux de C'est qui le patron, vers d'autres producteurs. Et donc quand il y avait Emmanuel Macron, il y avait la ministre de l'Agriculture, après on a vu le Premier ministre, je fais exprès de reprendre leurs questions parce que c'est les questions de tout le monde. Ah bon, alors comment ça marche votre marque? Je dis non, alors on est une marque, mais on est une marque de consommateurs. C'est pas une marque avec du marketing, des business plans, tout l'argent revient en fin d'année, bon ok. Et vous êtes combien? Je dis, bon, on est 30 dans l'équipe, mais regardez, derrière, je propose aux gens de lever la main, il y a des sociétaires, on est tous sociétaires. Nous, on est dans l'équipe de C'est qui le patron, mais il y a des gens qui ont un job, qui sont Manuel, chercheuse, Constantin, à la SNCF, des employés, des salariés. Ils viennent, ils prennent un jour de congé, ils prennent sur leur temps pour venir aider. Et là, tout le monde lève la main, waouh, ok. Donc on voit qu'il y a quand même une masse de gens. Il y en a combien de sociétaires au total? Il y en a 16 000. 16 000, d'accord. 16 000, voilà. Okay. Et après, on parle des 8 centimes. Ok, combien vous avez rajouté par litre de lait. Mais à droite, il y a Régis Mengui, dont l'histoire est tellement belle, qui se retrouve évincé parce qu'il a dit du mal de sa laiterie de l'époque et il est sur le carreau, on le récupère. Et lui, quand je lui dis, peut-être que tu peux le dire à ma place, mais 8 centimes par litre, ça représente quoi pour toi à la fin de l'année? Et il donne le chiffre de 70 000 €. Wow. Parce que sur son litrage, l'impact, il est immense. Donc les 4 € à rajouter par an pour nous, c'est 70 000 € et une vie qui change pour le producteur et qui lui permet de pouvoir d'ailleurs en plus céder son exploitation. Il n'y a pas une exploitation, C'est qui le patron qui n'a pas trouvé un jeune repreneur, puisque le banquier est plutôt ravi des résultats. Je sais que c'est un des gros problèmes. Alors, le bilan aujourd'hui sur le lait ou les produits, j'avais noté, mais le chiffre a dû déjà exploser, 570 millions de produits vendus, c'est ça? Avec donc 15 millions de consommateurs réguliers et plus de 3000 producteurs soutenus. C'est à peu près ça l'ordre de grandeur? C'est ça, c'est fou.
On n'aurait pas imaginé ça au départ. Dans cette formule du succès que tu as déjà quand même bien disséqué pour nous, pour toi, quand tu l'analyses maintenant, parce que ça fait une dizaine d'années presque, hein, c'est ça, 9 ans, quels sont les plus grands leviers de ce succès selon toi? C'est la confiance des consommateurs parce qu'ils font partie de l'équipe à tes côtés finalement, et ils sont partie prenante, ils votent les décisions avec toi? C'est quoi? Oui, c'est vraiment le fait que dans cette aventure, quand on est consommateur, on est à l'intérieur du système, si on le souhaite, hein, mais on l'est quand même beaucoup plus que quand on te présente un produit dont tu ne sais rien, tu ne sais pas comment, où va ton argent, à quoi il sert. Là, dans ce cas-là, tu es extérieur, et qu'est-ce que tu fais puisque tu n'as pas de repère et qu'il n'y a pas d'enjeu que tu comprends, tu achètes le moins cher. C'est là où, par défaut, le moins cher a pris le pas sur tout le reste. Même si le moins cher, on le sait, est important, le prix est important, mais ce que c'est que le patron a montré, c'est que pendant longtemps, il y avait la boussole du premier prix comme unique boussole de cette immense avancée du monde agroalimentaire. La réponse est non. Le premier prix pour les familles qui ne peuvent pas s'en sortir, c'est un grand oui. Il faut absolument les rendre accessibles, les produits. Parce que quand on te parle de 8 centimes de plus pour un producteur, si tu n'arrives pas à nourrir tes enfants, on ne peut pas te parler de quelques centimes. En plus, tu les as pas. Mais 20-30% de familles, et il faut vraiment trouver des solutions pour elles. Mais on a oublié de parler des 70%. C'est-à-dire qu'on a amené tout le monde dans une direction, le prix le moins cher. Unique. Et puis prix moins cher qui tue des entreprises, des PME, maintenant des grands groupes qui fragilisent tout le monde. Donc, rééquilibrons. Quand il y a de la nourriture fait par des producteurs, que ces producteurs, ils sont indispensables à notre propre sort de consommateurs. Si ils nous nourrissent pas, on en reparlera, mais la nourriture du bout du monde, ne parions pas trop sur le bateau qui va un jour arriver de je ne sais où. Il peut, entre deux conflits, se retrouver arrêté par un autre pays qui achète les produits. Non, c'est un trésor, un patrimoine fabuleux. Gardons des gens qui bossent pour nous, durs, les producteurs de lait, c'est 7 jours sur 7. Non, mais attendez, on est dans une société où ceux qui nous nourrissent ont du mal à se nourrir. Donc ça, c'est pas possible. Et donc, la globalité de l'histoire tient sur cette évidence toute simple, pour revenir à pourquoi ça a marché. Ça a marché parce que l'enjeu, il est phénoménal, et que c'est pas une personne ou deux ou trois qui a organisé à sa façon pour tous les autres, en espérant que les autres comprendront ou suivront. C'est des questions collectives. Vous êtes là, on est dans la COP, vous pouvez d'ailleurs venir en tant que sociétaire. Qu'est-ce qu'on fait sur cette question-là? C'est quoi votre réponse intime sur le choix qu'on doit faire? Et en fait, franchement, en 9 ans, on s'est dit ça il n'y a pas longtemps avec l'équipe, que je remercie infiniment, je ne le fais jamais assez parce que l'équipe est incroyable et elle fait un boulot tellement juste, en étant encore une fois de belles personnes avec toutes les valeurs qu'on décrit. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent juste techniquement travailler dans cette aventure. Eh bien, on s'est dit que c'était cette force phénoménale collective qui avait porté l'histoire. Et quand on fait les choses comme ça, on passe de une question, est-ce que ça peut marcher? Ah, ça ne peut que marcher. Si demain, dans n'importe quel secteur, je fais court, on fait une entreprise où nous, consommateurs, on sait que en achetant à cette entreprise une assurance, des EHPAD, je fais exprès même d'aller loin. Des exemples. Tu sais qu'il y a des consommateurs comme toi à l'intérieur. C'est là où la Fondation Actionnaire peut prendre position. Très bien. Tu sais que l'argent que tu as amené, tu peux le tracer, tu peux le regarder. Tu peux demander rapidement à quoi ça sert, où ça va, etc. Il y a un entrepreneur, soit il gagne sa vie, mais toi, tu sais que la moitié des bénéfices de cette énergie collective iront vers des causes d'intérêt général. Pourquoi tu vas continuer d'aller mettre ton argent à un endroit à un prix équivalent, tu sais pas ce qu'il devient, qui peut-être d'ailleurs ton argent pas facile à gagner, il alimente un système qui détruit la planète, de la valeur, qui paie mal les salariés. On va donc reconstruire, nous les consommateurs, c'est la suite, un monde où c'est pas les produits qui vont nous offrir ces garanties, c'est les entreprises. Le modèle même de l'entreprise fait pour respecter nos actes d'achat. Alors j'aime beaucoup, et c'est quelque chose qui inspire beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se lancent dans l'impact. Alors il se trouve que j'ai
cofondé une association il y a 9 ans, je t'en ai déjà un petit peu parlé, qui s'appelle Live4Good. On a toute une communauté de près de 700 jeunes entrepreneurs dans tous les domaines, que ce soit l'alimentation, la mobilité, la santé, le lien social, sous forme d'entreprises à impact ou entreprises sociales, comme on les appelle également. Et j'ai 2 questions que veulent souhaiter te poser, en fait, peut-être que tu les connais ou pas, parce qu'ils sont beaucoup moins avancés que toi, bien sûr, dans leur modèle. Il y a une qui vient de Bastien Debras, qui est cofondateur de Ressan, je ne sais pas si tu non plus quelque chose ou pas, qui propose un nouveau modèle industriel agricole au cœur des territoires. En fait, l'une de ses initiatives s'appelle J'achète fermier, où il met à disposition d'un éleveur laitier une yaourterie et l'accompagne dans son installation et la production. Donc voici la question de Bastien, que je te pose, telle qu'il me l'a partagée. Une fois le produit bien installé, comme le lait par exemple, comment garantir à la fois que la rémunération reste juste, sans devoir rentrer dans le jeu de la négociation en amont et en aval? En d'autres termes, comment fais-tu, Nicolas, pour garantir que C'est qui le patron reste fidèle à ses valeurs tout en grandissant? Alors, c'est le point clé de toute l'histoire. Rien n'est plus important que cette rémunération. Là, c'est pas un entrepreneur qui répond au nom d'une marque. C'est un des consommateurs parmi les 16 000 de la COP et les 15 millions d'acheteurs qui peut témoigner, comme tous les autres, du fait que, c'est le producteur et seulement lui qui détermine le prix qu'il estime être le juste prix. Il y a même pas un représentant des producteurs dans le patron. C'est OK, qu'est-ce que on doit donner comme rémunération pour qu'on ait le droit, nous, consommateurs, de mettre ce lait rémunère au juste prix son producteur. Donc c'est comme ça que c'est parti d'aplomb, avec une histoire incroyable pour répondre à ces questions. On s'est rappelé ça il n'y a pas longtemps. Les producteurs de lin ils gagnaient 21 centimes, les 80 premières familles, du litre. C'était terrible. Et puis quand on leur a demandé, il vous faudrait combien? Ils ont dit 35 centimes. Et on s'est rendu compte que c'était pas forcément ce qu'il fallait vraiment, nous consommateurs. On n'a pas dit, on vous propose 33, on a dit, vous voulez pas 37? Quitte à, il faut que ce soit vraiment vrai, sinon nous on va acheter une brique qui change votre vie, on ne va pas acheter une brique pour faire une affaire avec 2 centimes pour aller en faire quoi, puisque nous on les sort pas du système, puisqu'il n'y a pas de dividende. Eh ben ils ont dit 37 c'est quand même mieux. 15 jours ont passé et on s'est dit mais est-ce que vous prenez des vacances avec 37 centimes? Ah non, mais on vit quand même. Je dis non, il faut mettre des vacances. C'est comme ça qu'on arrive à 39 centimes. On ajuste le modèle. La négociation des consommateurs avec les producteurs, elle est quand même pas celle qu'on connaît traditionnellement. Une fois qu'on a fait ça, nous les appelons, même pas eux, régulièrement en disant est-ce que ça va par rapport au coût de production? Et c'est comme ça que le 39 est passé à 45 parce que le Covid, puis ensuite la guerre en Ukraine, 45, après on a dû monter à 49 et là aujourd'hui on est à 54 centimes pour que toujours cette phrase soit vraie. Ce lait rémunère au juste prix son producteur, ça peut pas être une allégation de communication. Donc c'est les producteurs qui remontent par un vote individuel ce chiffre. Il n'y a aucune pression de personne, il n'y a pas d'un distributeur ou un fabricant ou la laiterie qui leur dit écoutez maintenant acceptez ce prix, puisque nous consommateurs on les défend en permanence et on ne veut pas de ça. Et le deuxième élément pour répondre à sa question, c'est que dès le départ on s'est dit on crée une marque de consommateur, soit, mais on veut pouvoir vérifier tous, et pas que l'équipe, que c'est bien vrai, que le producteur, il a bien 39 centimes. Et pour ça, on a fait un système de visite. Chacun s'inscrit, on ne sait pas, on arrive à la gare de Lyon, on ne se connaît pas, il y a les 10 premiers qui sont inscrits. Vous allez sur les sites, carrément des producteurs. Et on va chez les producteurs. Et là, vous êtes un sociétaire, vous avez un autre métier, vous n'avez pas forcément envie de défendre ce qu'est le patron parce que vous n'êtes pas dans l'équipe. Et vous avez peut-être envie d'ailleurs, s'il y a un problème, de le dire à tout le monde, ce qui est tout à fait ça. Et là, dans un coin de cuisine... il y a un producteur à qui vous pouvez dire les yeux dans les yeux, ça change vraiment votre vie cette brique de lait Et là, la réponse, elle est toujours tellement puissante. Et c'est l'intimité de cette relation. C'est pas quelqu'un qui fait dire que c'est un producteur qui témoigne vraiment que sa vie change. Et on a en plus Bureau Veritas qui est aussi quand même, qui vérifie. Mais rien ne remplacera le contact direct entre un producteur et un consommateur. Ça c'est super. Mais est-ce que tu parles de ça justement? Est-ce qu'il y a une forme d'audit qui est réalisée? En plus, il y a des sur audits les comptes à la réalité économique à la fin qui a changé ou pas des producteurs. Ça me paraît tellement important. C'était pas prévu parce que j'ai oublié la brique de lait, mais voilà, je sais pas si je peux le montrer. Il y a le petit livre bleu. Ça va créer du flou. Mais ça c'est vraiment
voilà, ça coûte 2,90 €. Ouais. Tous les bénéfices, comme tout ce qu'on fait, iront aux producteurs. Ouais. Mais là, on a posé une question aux familles, initialement, entre guillemets, sauvées, parce qu'ils allaient disparaître. Hein. Ils perdaient 120 € par jour, chaque jour en se levant, en travaillant du lundi au dimanche. Enfin, c'était complètement dingue. Et là, ils nous ont volontairement mis jusque dans l'intimité de leur compte. D'accord. On a vu ce qu'une exploitation à 8 centimes de moins est un drame total. Des gens qui ne vivent pas, qui ne dorment pas, qui ne voient pas leurs enfants. Enfin, c'est l'enfer, quoi. Socialement, c'est incroyable que cette profession puisse être traitée comme ça. C'est pas normal. Et d'un seul coup, quand ils ont une juste rémunération, tout s'éclaire. Les exploitations changent, le bien-être animal revient. Il y a des centaines de témoignages qu'on peut voir sur le site internet, très concrets, de gens qui disent comment leur vie change. Il y en a un qui dit, moi, je suis passionné de rugby, j'avais jamais vu mes enfants jouer au rugby. Non. Là, j'y vais tous les week-ends maintenant, et c'est un bonheur, on le ressent, qui est infini pour lui. Donc, vous voyez, 8 centimes, 4 € de plus par an pour nous, les consommateurs. Voilà la différence que ça crée dans les vies. Qui s'éclairent à l'autre bout. Et dans ce livre, tout est raconté. D'accord. Alors, tu n'as pas totalement... Ce livre, c'est un manifeste. Voilà. Répondu à la deuxième partie de la question, il parlait de l'amont et de l'aval. Les distributeurs là-dedans. Alors, comment ça se passe, cette négociation-là les distributeurs, ils sont dans une relation assez géniale, d'ailleurs, franchement, quand ils font des trucs pas bien, on le dit aussi en tant que consommateur. Mais là, quelle confiance, quoi. La laiterie arrive avec un prix voté conseillé. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais voilà. Eux, ils ont fait un effort en plus quand il y a eu des centimes à rajouter. Ils ont laissé les centimes aux producteurs, ce qui est plutôt génial, et merci à eux. Toutes les enseignes vendent des produits C'est qui le patron, même si les 3 grosses locomotives, c'est Carrefour qui a initié l'histoire et qui est le plus gros vendeur. Leclerc, qui pourtant est dans un positionnement prix qui est le deuxième et qui avance très vite. Intermarché qui avait ses propres démarches. Avec un Thierry Cotillard intelligent qui dit on a nos démarches solidaires, mais celle-là, c'est une vraie démarche de consommateur. Je vais vous dire un petit mot tellement important là-dessus aussi, récent. On ne va pas limiter la solidarité au seuil de notre porte. Donc, ils ont fait une place, et là, les produits, les ventes se sont envolées. Et quand on dit vente, c'est soutien aux producteurs. Et une petite parenthèse, Thierry Cotillard, il m'a autorisé à le dire, dit qui soutient la démarche avec l'équipe, qui comprend que c'est quelque chose qui aide les producteurs, m'a dit on a quand même un peu des bruits. Il y a toujours des bruits quand il y a un succès. Oui, mais bon, il parle, mais il doit y avoir un truc derrière planqué. Il y a peut-être de l'argent qui circule par un système un peu occulte. Bon. Backdoor. Et je lui ai dit, à ce moment-là, je te donne les comptes. Bah oui, si tu es d'accord, ça m'intéresse. Et voilà comment Intermarché a eu 5 années de compte où on voit l'amplitude de alors oui, il n'y a pas de bénéfice, on voit la trésorerie qui est positionnée pour qu'effectivement il n'y ait pas de banque de pression de fonds. Et puis tu vois si à un moment donné il y a eu une sortie d'argent ou pas. Tu vois même la ventilation sur la partie salariale, tu vois bien qu'il n'y a pas d'excès. Et 10 jours après, ce rendez-vous, il était touchant. J'avais le directeur général d'Intermarché, Thierry Cotillard, et son bras droit. Il faut que je me rappelle son nom parce qu'il est quand même génial et c'est pas bien. C'est Sylvain Brenon. Et ils nous ont dit, ok, on a vu, tout est clair. Mais c'est pas rien, ça. C'est super. Ça veut dire, moi, je suis un distributeur. Je sais, et je peux le dire à tout le monde, et on ne se prive pas de le dire, que cette aventure-là, c'est pas l'aventure bien mise en scène d'un marketeur qui fait de la communication pour à la fin en tirer personnellement un grand profit. C'est une aventure collective. Quand vous achetez ces produits, créés par les gens qui sont les clients des magasins, c'est ce que je dis aux distributeurs. C'est vos clients qui viennent dans les rayons qui ont créé les produits, qui font des animations aux côtés des producteurs chez vous. C'est pas un animateur professionnel, c'est quelqu'un qui a un métier, qui habite à 10 km, qui prend sa journée. C'est les acteurs des... et dont tous cette démarche. Et il y a encore des magasins qui se posent des questions, qui n'arrivent pas vraiment à y croire. Il faut qu'ils
s'en remettre à la réalité de ce que c'est. Ouais. Aider les producteurs, c'est quand tu es commerçant et que tu as un magasin, au-delà de c'est qui le patron, mettez des produits solidaires. Mais ça veut dire que Nicolas, en d'autres termes, tu as réussi par la transparence de ton modèle aussi, C'est ça qui a tout la fait. logique des données, des faits qui sont contrôlables, visibles par tous, tes sociétaires comme les distributeurs, à échapper aux fameuses fourches codines des grandes distributeurs, la grande distribution qui généralement n'est pas facile dans les négociations de prix. Ouais, mais je vais dire un mot De là-dessus. marque, parce que ce serait intéressant. C'était un peu la question de Bastien, en fait. C'est le syndrome. Oui, Alors oui. bon, pareil que j'abuse trop de cette image, mais j'arrive pas à faire comprendre autrement. Ouais. C'est dans bien des choses et dans d'autres secteurs, même au niveau du monde politique, il y a le syndrome de Usual Suspect, le film, Oui. avec Kaiser Soze. C'est-à-dire que on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas vraiment qui c'est, mais au nom du fait que quelque chose qui devrait empêcher le bon sens, la bienveillance de se faire, et par défaut, tout le monde se bloque un peu. Et en fait, on découvre que Kaiser Soze, il n'existe pas. C'est une espèce de projection un peu étonnante qu'on se fait tous. Et franchement, dans les négociations, comme il n'y a pas de transparence, moi j'en parle avec les distributeurs. Pourquoi ils font une guerre aux grandes marques alors que nous, il n'y a pas une seconde de discussion? Parce que nous, on est capable de leur montrer en transparence en tant que consommateur, mais même la construction du prix. C'est ça. On sait même pourquoi la laiterie a mis des centimes en plus. La brique de lait, c'est qui le patron, elle est passée de 99 centimes à 1,27 €. Mais je crois que c'est le seul produit de France, il faudrait que Dost s'en inspire, qui est capable de dire, bon, sur les 28 centimes, où sont-ils allés? Eh bien, il y en a 13 vers la laiterie, 15 vers les producteurs. Et combien vers les distributeurs, alors? Pas un centime vers les supplémentaires, donc merci à eux. Tout est allé aux producteurs, à la laiterie. Rien à c'est qui le patron qui s'en sortait très bien. Et ben là, quand tu es consommateur, tu dis, OK, j'achète à ce prix-là, puisque je sais que je suis pas en train, par un tour de magie étonnant, d'enrichir quelqu'un à l'autre bout. Donc, la transparence, c'est essentiel. Et pour revenir au distributeur, quand tu es en face d'une grande marque qui te dit pas rien, tu mets la pression en disant au nom du fait que je sais pas, je veux que ce soit moins cher. Et donc combien revient-il au distributeur, en fait, pour compléter la question? C'est une marge, en fait, c'est un bloc de marge. La loi nous interdit de le savoir puisque nous on n'est pas les vendeurs. Bien sûr. Nous, l'initiative des consommateurs, c'est on crée le cahier des charges, on récupère 5% sur les ventes, souvent moins, mais c'est le principe initial. Et après il y a un bloc de marge où la laiterie se débrouille avec le distributeur. On sait que tout le monde gagne sa vie raisonnablement, sans le savoir, parce que la loi nous interdit de faire des arbitrages sur les marges, parce que nous, on n'est pas directement impliqués. Mais tout est clair. Le distributeur, c'est normal ce qu'il gagne, comme la laiterie. Qui peut payer ses salariés? Qui peut s'agrandir? On est dans une aventure juste pour tout le monde, et en premier lieu pour les producteurs. Mais que les grandes marques soient transparentes. Parce que la pression, par défaut, mise par les distributeurs qui n'ont pas les infos des grandes marques suffisamment, à la fin, ça vient appuyer sur le producteur. Parce que la marge cette pression, de la grande marque, elle est défendue. Le distributeur, il a besoin de sa marge. Et on dit au producteur, désolé, c'est vous les plus faibles qui allez amortir la pression qu'on s'est mis juste avant vous, juste en haut. Alors c'est très clair, et puis je pense que tu as répondu déjà en partie à la seconde question que j'ai d'un autre entrepreneur. Et lui s'appelle Maxime Durand, il est cofondateur et le directeur général de Beyond Green, qui regroupe les marques pour demain, Transition et Vivant, qui supporte les agriculteurs à adopter des pratiques agricoles plus durables, tout en ayant une juste rémunération. Donc Maxime, son prénom, je connais depuis pas mal d'années, parce qu'il a démarré très jeune, Maxime, il parle de l'exemple d'une filière commune, la pomme, sur lesquels il y a des producteurs qui se plaignent d'une rémunération trop basse. Et sa question donc est la suivante. Les consommateurs ayant le droit de voter peuvent-ils choisir de ne pas bien rémunérer les producteurs? Que se passe-t-il dans ce cas-là? Ça n'a jamais été le cas, c'est le principe. On est libre de dire nous on veut une pomme, mais c'est la preuve même par l'inverse du système. Quand tu te retrouves en face de... on peut prendre l'exemple concret de la pomme, parce que le questionnaire il est en ligne actuellement. D'accord. Rémunération du producteur. Cours mondial, pas rentable pour le producteur. Et là, on voit la pomme à un certain prix, je sais pas moi, 80 centimes, vous prenez par mois. Je dis ça au hasard parce qu'il faut voir l'équation qui a été faite juste avant. Et puis on te dit, la juste rémunération, je crois pouvoir dire que c'est 20 centimes de plus au minimum à rajouter. Mais là, on te dit pas juste ça dans le questionnaire. On te dit... Je vais multiplier ça pour que
toi, consommateur, nous, consommateurs, on est un repère, c'est la consommation annuelle. Ouais. Et là, tu découvres qu'on arrive à 4,08 € à rajouter par an. Par an. Pas par kilo, par an. Oui, d'accord. Ça veut dire 37 centimes, je n'ai pas fait le calcul. Ouais. Et là, en ton âme et conscience, tu te dis, ah oui, d'accord. Bon, je clique sur « Je rémunère au juste prix ». Ça t'offre cette garantie, on l'a vu juste avant, que tu vas pouvoir aller vérifier les yeux dans une visite en tant que sociétaire ou quelqu'un comme toi qui n'a aucune raison de dire autre chose que ce que tu aurais dit qu'il le fait. Et voilà comment on découvre combien il faut rajouter sur 1 kilo de pommes pour que le producteur arrête d'arracher ses arbres. D'accord. Et donc, c'est tout à fait possible de dire non, je ne veux pas rémunérer, mais personne ne le fait. On est tous pareils en France. 9 Français sur 10, quand les producteurs sont dans la rue, et bloquent tout, les soutiennent. Donc on peut imaginer quand ils font juste leur métier, on est 99,9%. Je ne vois pas qui est contre le fait que quelqu'un qui nourrit un autre puisse s'en sortir. Donc on n'a jamais eu ce cas-là. Tu n'as jamais eu ce cas-là. Alors, C'est qui le patron a créé, je crois, déjà 17 produits solidaires. Mais est-ce qu'il y a un nombre limité de filières, finalement, qui peuvent réellement offrir cette juste rémunération aux agriculteurs ? C'est quoi ta vision là-dessus ? Il y a des produits où c'est plus compliqué, comme dans la viande, notamment, malgré le fait qu'on essaie de... Il y a le fait qu'il y a l'avant de la viande, de la bête, l'arrière, il y a un équilibre matière, enfin des trucs un peu... Bon, c'est un peu plus compliqué. Il y a des fois, on est allé trop vite. Il y a des produits qu'on a même arrêtés. La fraise, au tout début. La pomme de terre qui est vendue actuellement, c'est un immense succès. Ça, il y a quelque chose à dire aussi. On l'a dit hier, j'essaierai de vous dire ça. Mais la fraise, on est allé très vite. On a enlevé le plastique qui maintenait, parce qu'on ne voulait plus de plastique dans la barquette. On a fait que des cartons. Et puis, les fraises, elles s'étaient entrechoquées. Il y avait du gaspillage. Le producteur, il voyait des fraises revenir. Il ne s'en sortait pas. Il arrêtait. Non, les pommes de terre, pardon, c'est un vrai exemple, me semble-t-il, intéressant. On fait des pommes de terre pour soutenir les producteurs de pommes de terre. Les cours étaient très bas il y a 2-3 ans. On met au juste prix. Les pommes de terre se vendent, et c'est un succès d'ailleurs. Même si ça a mis un peu de temps à démarrer, ça démarre assez vite. Là, pour des raisons complexes de météo, il y a plein de raisons, les pommes de terre sont très recherchées, donc le producteur peut les vendre beaucoup plus cher. D'accord. Au bout de 3 ans, les producteurs de C'est qui le patron auraient pu dire attendez, je peux gratter quelques centimes puisque le cours est plus haut. Oui, pourquoi je vais me limiter à ça? Ben non, ils ont dit non. Nous, on reste là. Ce qui fait que le prix de la pomme de terre en rayon C'est qui le patron est arrivé dans les moins chers. Donc, c'est intéressant. Donc c'est intéressant parce que d'un seul coup, tu peux avoir un produit moins cher. Mais, comme les producteurs nous ont dit, quand ça va rebaisser, nous, on sera toujours au bon prix. Bien sûr. Donc, cette équation-là, notamment dans les fruits et légumes, il faut sortir de... Voilà, c'est toujours le même truc par défaut. Ah oui, alors il y a le marché. Mais le marché, pourquoi faire Pourquoi on ne fait pas un prix qui déjà est un prix qui permet à celui qui fait le produit de s'en sortir? Et à partir de là, c'est ce qui va se passer pour les cerises. Les cerises, c'est qui le patron, là, en mai, elles vont être moins chères au début, les moins chères de France, puisqu'elles seront à un prix qui ne tient pas compte de vu qu'il n'y en a pas beaucoup, on les met plus chères. Un peu d'opportunisme de marché. On va les trouver moins chères. On sait, nous, consommateurs, que les centimes qu'on économise là, gardons-les dans la poche parce qu'au moment où ça sera en pleine saison, au lieu de faire plonger les cours avec des producteurs exsangues, on aura toujours le juste prix. Et on n'aura pas la sensation de payer trop cher. On paiera au juste prix. En t'écoutant, vraiment, ça me fait penser, c'est peut-être une très mauvaise analogie. On a dans notre pays créé le SMIC. Quelque part, tu as créé une forme de revenu, je dirais pas forcément minimum, en fait, c'est à toi de rajouter le bon qualificatif, garanti pour des producteurs. C'est ça l'histoire, fondamentalement. Tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas fait cette analogie entre les deux, mais ce qu'on peut se dire facilement, c'est que quand tu travailles, tu dois gagner ta vie. Bien sûr. Il y a quand même très peu d'exemples en France de professions comme les agriculteurs où tu bosses énormément comme un fou et tu sais pas même ce qui va se passer à la fin du mois. On te dit au fait merci pour les 70 heures par semaine, voilà ce qu'on peut te donner. Non mais ça n'existe pas. Et en plus on parle d'une profession, il y a de gens qui nourrissent les autres, on parle pas de gens qui font des choses secondaires. Donc ça ne va pas. Même si petit clin d'œil aussi aux entrepreneurs, on n'en parle pas assez.
quand tu es un entrepreneur, que tu te bats pour développer ton activité, que tu n'as pas de revenus, je parle des petites structures. Ça, c'est des gens exemplaires aussi, et qui se retrouvent dans une situation compliquée, personnelle, en bossant beaucoup. Alors, et pour ça que les entreprises du partage, pour moi, sont un modèle d'avenir. Parce que je me demande s'il faut rêver, comme les start-upers d'il y a quelques temps, de devenir le plus riche des entrepreneurs. Pour faire quoi? Au bout d'un moment, des millions d'euros sur un compte, pour faire quoi? Au moment où c'est plus possible d'ailleurs qu'on se retrouve. Alors, je nuance cette idée parce que c'est sain, le fait de vouloir grandir, entreprendre, réussir. Mais partager, c'est quand même extraordinaire. C'est un enrichissement phénoménal. Et ça n'empêchera pas d'avoir une génération d'entrepreneurs qui s'en sortira très bien. Parce que l'équation... Je marche un peu sur les œufs parce que je ne veux pas créer de contraste entre les modèles. Oui, entre les deux modèles. Mais nous, ce qu'on dit, c'est... il y a 5 entreprises dans un secteur. Tu es le 4e, tu n'es pas premier. Tu essaies de t'en sortir. Tu dis, OK, moi, mon entreprise, désormais, elle est dans un modèle où il y a 49% d'actionnariat dans une fondation actionnaire de consommateurs. Tu sais que l'argent, il va profiter à des choses utiles décidées par tous. Tu es 51%. S'ils prennent 10 fois plus de valeur parce que tu es épaulé par le plus bel associé du monde, c'est les consommateurs eux-mêmes, ça va être, tu ne perdras rien en tant qu'entrepreneur. Tu deviendras très rapidement, sans doute, un des leaders ou le leader. Parce qu'en tant que consommateur, sur les 5 ou les 30, on va dire, bon là, on est dedans, OK, on sait où va l'argent, on peut mesurer ce qui se passe. Et si c'est un grand succès, ça profite à des choses utiles. À prix équivalent, on ira dans ces entreprises. Donc, c'est l'avenir de notre consommation. Je pense d'ailleurs qu'il y a eu pas mal d'études récentes. J'en entendais une récemment, malheureusement, je n'ai plus la source, sur les fameux prosumers et des tendances de fond quand même sur l'alimentation responsable. Et le fait de dire l'alimentation responsable, c'est pas simplement au niveau de la santé personnelle, bien sûr, déjà de s'alimenter avec des produits de qualité, mais également de pouvoir avoir cette responsabilité solidaire quelque part avec les producteurs. Ah oui, et surtout se dire que l'économie qu'on fait à court terme, sur des produits qui vont nous esquinter au niveau de la santé, mais ça va nous coûter une fortune à l'arrivée. Bien sûr. Donc il vaut mieux mettre tout au juste prix en transparence. Alors, dernière question... Pas dernière question du podcast, c'est la question sur le modèle et c'est qui le patron. Et après, j'aimerais qu'on parle de leadership ensemble, Nicolas. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le modèle juridique économique de c'est qui le patron. Je crois savoir donc que ton mouvement est structuré autour de 3 entités juridiques distinctes. La Société des consommateurs, dont tu as parlé, qui est une la Société coopérative d'intérêt collectif, qui rassemble plus de 15 000, je crois 16 000 consommateurs sociétaires, qui participent donc activement aux décisions concernant les produits commercialisés sous la marque c'est qui le patron. Deuxièmement, une SAS, une société par action simplifiée, voilà, une entreprise commerciale, pour l'exploitation de marques et la commercialisation de produits dérivés. Et enfin, très récemment, je crois, créée en décembre 2024, c'est qui le patron a évolué vers une structure de fondation actionnaire. Et donc, si j'ai bien compris, tu as cédé tes actions à cette fondation, renforçant bien sûr de fait l'engagement de la marque envers une gouvernance transparente et orientée vers l'intérêt collectif. Ça m'a fait penser d'ailleurs à un autre épisode du podcast que j'ai eu à l'époque avec le directeur de la philosophie de Patagonia, très belle société créée par Yves Chouinard, que tu connais, il y a quelques années, et donc qui avait créé aussi cette fondation actionnaire et qui a pris finalement un peu les chemins, la destinée de Patagonia. Alors pourquoi as-tu pris cette décision de créer cette fondation actionnaire ? Et comment envisages-tu l'avenir, finalement, c'est qui le patron avec cette nouvelle structure? C'est quoi la vision, tout ça? C'est pas la fondation actionnaire qui a créé le modèle, parce qu'il était déjà là. On avait fait en sorte que la coopérative, par un droit de veto, empêche tout simplement le fait que moi, initiateur, entrepreneur, je me retrouve demain en situation de dire, écoutez, j'ai décidé de tout vendre à un grand groupe, je deviens très riche, les producteurs sont dans une situation dramatique, et toute la belle histoire s'arrête. Même si c'était un engagement à vie, et voilà, ça c'est très personnel, il y avait la question de la suite, la succession. Effectivement, Raphaël Petit, qui s'occupe du juridique, Romane Billard, dans l'équipe, a dit, mais si jamais tu disparais... qu'est-ce qui se passe?
Et c'est là où la fondation actionnaire, qu'elle, je ne connaissais pas, qui est un modèle fantastique, qui d'ailleurs, c'est la nature aussi, c'est Patagonia, il y en a beaucoup aux États-Unis, dans les il y a plus dans pays d'Europe du Nord, pays absolument du Nord. En France. Bon, bah là, concrètement, tu prends tes actions, qui valent quelques millions, c'est vrai, peut-être des dizaines de millions, et tu te dis, je les mets dans une fondation actionnaire, ça veut dire que, pour être concret, c'est qui le patron? L'aventure qui défend les producteurs, cette maison créée pour les protéger, elle ne peut plus être vendue à un groupe. Tu ne peux plus faire une affaire financière. Ça devient inaliénable. Elle est sanctuarisée. Elle est sanctuarisée. Tu ne peux plus, même si tu n'es plus là. Donc c'est alors, qui va décider dans cette fondation totale. Qui va décider après, il y a une gouvernance qui se met en place pour faire en sorte que la vie et les valeurs au quotidien soient toujours là. Mais je veux aussi rassurer, parce que j'ai fait une présentation récente, je ne savais pas trop ce que ça allait donner, au MEDEF, et les retours ont été incroyables. Il y a des gens qui sont venus me voir en disant « mais je vais faire une fondation. » Je vais implémenter ça aussi. En fait, pour faire une fondation en France, il faut que les enfants soient d'accord. Donc c'était touchant pour moi. Et d'ailleurs, même ma femme, Martina, c'est pareil. Elle se dit, elle sait dans ce cas-là que c'est 30, 40 millions d'euros. Ils vont plus être susceptibles d'une façon ou d'une autre de profiter à autre chose d'ailleurs qu'aux producteurs et au bien commun. Mais ils ont été les plus heureux du monde. Ils connaissent l'engagement depuis le départ. Et ils ont validé en disant « Ok, on sait qu'on ne sera jamais riche. » Bon. Mais c'est ce que me dit un journaliste, je lui dis, vous ne serez jamais riche. Mais je crois que je suis déjà riche de tellement autre chose. Où on met la richesse les mots que j'ai reçus des producteurs, notamment après ça, mais ça vous paye de toutes les richesses futiles qu'on aurait pu défendre par ailleurs. Parce que d'un seul coup, c'est, OK, nos enfants, nous producteurs, auront les mêmes garanties de protection. Et donc c'est un modèle. Moi, je l'ai fait à 100% parce que c'était le principe fondateur de l'histoire et mes convictions. Mais j'invite, à travers les entreprises du partage, les entrepreneurs à se dire, attendez, on va le faire à 49%, à 20%, à 30%. Positionnons du bien commun, des consommateurs, de la transparence dans les aventures. De toute manière, il n'y a pas le choix. Notre argent à nous de consommateurs, on veut savoir où il va, à quoi il sert. C'est fou en 2025 qu'on ne puisse pas citer plus de 2-3 entreprises où en amenant l'argent, tu sais ce que ça peut devenir. Et surtout, tu veux aussi que tes valeurs soient durables, pérennisées, sanctuarisées. Voilà pourquoi, naturellement, on est allé. Et merci à l'équipe, et merci aux enfants, et merci à Martina, ma femme, d'avoir bien voulu aller au bout de ce qu'était l'aventure collective de C'est qui le patron. Et je trouve que c'est un superbe engagement, et pour moi, il est vraiment le reflet de ton leadership, de ce que tu as créé comme mouvement depuis le début, et de le fait de trouver une incarnation juridique qui permette de le faire sous forme de mouvement perpétuel, entre guillemets, parce que c'est quasiment ça, c'est perpétuel, au-delà de toi, de ta vie, de ta famille. Dire, dans 5 générations, on protégera les générations futures de producteurs. Il y aura encore le packaging du litre de lait qui sera là, et les valeurs de la fondation. Alors maintenant qu'on parle un peu de leadership, et notamment, je pense, de quelque chose, en tout cas, moi je partage beaucoup avec toi, on essaie de réaliser dans notre communauté, ce qui est une valeur chez Live for Good avec nos entrepreneurs, c'est l'intelligence collective. C'est très puissant. Donc on a des cohortes de 50 jeunes qu'on fait bosser ensemble sur des campus pour à la fois définir leur mission, leur pourquoi, et puis surtout la mission de comment ils vont changer le monde avec des entreprises comme celle dont j'ai parlé tout à l'heure, de Fabien, de Maxime et bien d'autres encore. Comment tu peux décrire un petit peu ta vision aujourd'hui du leadership après toutes ces années dans lesquelles tu as créé ce modèle, tu as créé ce mouvement, et notamment, si c'est important pour toi, ce facteur d'intelligence collective, de co-développement, d'association dans la décision, la définition et la décision des actions, des activités de l'entreprise finalement. On va commencer par dire que l'intelligence collective, c'est l'avenir incontournable de nos destins communs, économiques si on est entrepreneur ou de vie normale. Ou démocratie peut-être aussi. Ouais, de la démocratie, on peut aller jusqu'au bout de tout. Pourquoi ? Parce que le temps de l'intelligence individuelle où quelqu'un essaie de faire quelque chose pour tous les autres et où tout le monde suit sans aucun point de repère en se disant on espère que ça se passera bien, c'est plus possible, ça ne marche pas. Quand on prend l'exemple de C'est qui le patron, c'est presque un exemple par défaut. Moi, je vais vous décrire ce qu'on a vécu. On a maintenant
2-3 repères pour pouvoir le proposer à d'autres et que ces conditions de succès et de partage et de solidarité se mettent en place. Mais il y a une part un peu de magie, on va pas dire d'irrationnel, mais un peu de magie. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on crée Skill Patron, si je fais un rétroactif, il y a d'abord au niveau d'un entrepreneur une conviction, alors c'est dur de parler de soi, hein, mais viscérale, quoi. Moi j'ai tendance à dire, désolé, mais psychanalytique, c'est-à-dire que moi je ne peux pas faire autrement. C'est pas, tiens, je vais faire un choix, ça peut être sympa, je suis très heureux que ça partage et que ça ait des producteurs, mais je ne peux pas faire autrement. Ça s'est imposé à toi. Ouais, vraiment, depuis toujours, et c'est comme ça. Bon. Mais une fois que ça c'est posé, il y a donc des gens qui viennent autour de ce projet, et là, il faut que ce soit très simple. Il faut qu'il y ait une direction qui soit pas complexe. Nous, c'était un chemin étroit, dense, puissant. Sur ce chemin commun, on aide les producteurs à vivre de leur travail. Ils nous nourrissent, il faut qu'ils puissent se nourrir. Et là, on a débrayé la mécanique. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans un truc d'entreprise traditionnelle, de start-up, de fonds, de réflexion indirecte, avec une espèce de schizophrénie où tu ne sais plus si c'est toi qui réfléchis ou si c'est une intelligence artificielle, empirique, bizarre. Enfin, bon. Là, tu te dis, OK, on va répondre collectivement à des questions. Et tu découvres l'intelligence collective. Sur 100% de réponses, je crois qu'il n'y en a pas une qui a été une réponse qui n'était pas cohérente. Les réunions alors deviennent très simples. Tu n'es plus en train de te dire est-ce que j'ai la bonne stratégie par rapport aux concurrents. Il n'y a pas de concurrent dans l'absolu sur ce type d'initiative. Tu dis OK, on pose la question. La réponse arrive. Première chose, elle n'arrive pas, la réponse, après des réunions où il y a 30 personnes, où il y a une espèce d'ego entre deux personnes qui commencent à se tirer un peu la bourse sur des questions d'amour-propre ou d'ego. Non. Elle arrive comment alors? Vote électronique. T'es chez toi. OK. On te donne les données du problème, c'est très bien fait, encore une fois, bravo à l'équipe. Tu as toutes les infos. Tu veux aller vite à l'instinct, tu veux tout savoir, tu peux regarder. Et là, tu dis, moi, mon choix, c'est celui-là. OK. Et tu as tes 8 questions, c'est ça? Non, là c'est même dans des choix collectifs. D'accord, choix collectifs sur des décisions à prendre, d'accord. Il y a eu, au moment du Covid, des bénéfices records parce que les gens ont acheté des pâtes, du beurre. On s'est retrouvé avec 1 300 000 euros. On s'est dit, est-ce qu'on les donne pas tous, notamment aux commerçants qui se sont retrouvés en galère? On a fait un vote collectif. C'était pas moi qui ai pris seul cette décision, même si moi j'étais très favorable évidemment. Voilà. Et donc on a mis tous les bénéfices vers des destinations qu'ensuite on a tracées. Chacun dans sa région est allé aider un chauffeur de taxi qui pouvait plus bouger, un commerçant qui avait fermé. C'était magnifique. Ça c'était une des décisions, mais il y en a plein. Après, on peut pas être entrepreneur et toute la journée demander. Non, c'est sûr. Donc rassurons les entrepreneurs. On arrive à une culture qu'on ressent en tant qu'entrepreneur. On a un cadre. Et on avance sans tout faire valider tout le temps, mais il faut faire valider les choses importantes. Et une fois que vous avez cette culture par défaut, vous avez un indicateur, c'est que à tout moment, si nous on fait quelque chose qui n'est pas conforme à ce que ressentent cette masse de gens qui portent à bout de bras l'histoire, nous tous, consommateurs au sens large, là, il y a quelqu'un qui lève la main, une série de messages. Non, attendez, hop, là, ça n'est jamais arrivé en 8 ans. Donc, c'est quand même c'est intéressant de voir que la culture qu'on ressentait intimement, nous, elle était très connectée à celle de tout le monde. Et voilà comment vous débrayez la mécanique. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans un truc figé, j'avance, stratégie, part de marché. Là, tu débrayes. Le truc fait ça. Ça. Hop, t'as Carrefour qui arrive, 5000 magasins. Après, il y a plus de consommateurs. Alors, tu interroges d'ailleurs tes sociétaires sur l'arrivée de Carrefour comme distributeur? Non, parce que là, on estime être parti du pot commun de raisonnement. On se dit un nouveau distributeur qui vient pour aider les producteurs, on le fait. Mais on pourrait avoir des centaines de messages qui remettent en question la chose. Donc on reste très à l'écoute évidemment de ça. Et une fois qu'on a débrayé la mécanique, le fameux point d'équilibre qui crée le succès de tout, qui est très dur à trouver, là, il se reconstitue chaque jour. Mais en fait, ce point d'équilibre, personne au monde pourrait le trouver. Parce que quand vous débrayez, quand vous faites confiance dans l'intelligence collective et la capacité de tout le monde à s'impliquer, ça devient inarrêtable et finalement ultra solide. La chose qu'on peut dire, c'est ça. Et c'est bien au-delà de notre réflexion d'entrepreneur. C'est là où on arrive, pour le comprendre en l'adossant à cette image, à la fameuse murmuration. C'est-à-dire que dans le monde animal, pour comprendre cette magie
Et pourquoi on peut lui faire confiance? Il y a ces immenses vols d'étourneaux, ou les bancs de poissons d'ailleurs, parce qu'on parle toujours des étourneaux, mais oui, qui on voit par souvent milliers, les images de... voilà, sont dans des mouvements. Mais les oiseaux, c'est absolument Très incroyable. orientés, les oiseaux, il y a des très belles... Il y a une synchronicité, enfin, c'est extraordinaire. Eh bien, les scientifiques ont montré que il n'y avait pas, dans ce groupe immense, un oiseau leader qui allait donner une impulsion. C'était il y a une intelligence collective qui s'empare du groupe et qui lui fait faire ce qu'aucun individu n'aurait pu faire isolément. Non, n'aurait pu faire faire à ce groupe. Ah oui, ce groupe, non, le leader, là, tu lui demandes d'organiser ça, il ne peut pas. Il ne sait pas faire. Donc, si on fait confiance à cette mobilisation, à cette intelligence collective, on arrive à quelque chose que l'entrepreneur, dans mon cas, que je suis, n'aurait jamais pu obtenir. Réaliser, donc, il y a ce supplément d'âme qui viendra accompagner cette autre façon de faire. Voilà. Donc, le leadership, bon, nous, dans notre cas, c'est quand même très relatif parce que moi, mon seul rôle, c'est de me dire... Tu as créé l'histoire d'une certaine manière au départ, humblement en disant « Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on le fasse comme ça ?» Et finalement, tout le monde m'a dit « Ok, étape par étape. » Tout le monde a validé ce qui n'était pas mon idée. Ce qui était... Parce qu'une bonne idée, c'est toujours pareil. Tu as une idée qui arrive, tout le monde dit « Ah, il a eu une bonne idée. » Non. Une bonne idée, elle est chez tout le monde. Planquée dans un coin. Il suffit juste de faire vibrer une fréquence un peu collective. Et là, tu te dis « Mais... Ah ouais, elle est bonne cette idée. » Parce qu'en fait, tu l'avais dans un coin comme quelque chose que tu trouvais intéressant. Et ça se réveille collectivement. C'est la résonance un peu de l'idée avec le groupe. Il n'y a pas besoin de réexpliquer à tout le monde pourquoi il fallait le faire. Mais j'adore l'image que tu donnais, effectivement, de ce banc de poissons ou de ces oiseaux. C'est fabuleux comme image. C'est une image complémentaire. C'est que dans le banc de poissons, il y a un scientifique qui nous a écrit en disant vous savez comment ce banc de poissons magnifique qui, par milliers d'individus, tourne, crée un mouvement s'oriente, spontané, l'intelligence collective, comment vous le déséquilibrez totalement, vous jetez de la nourriture au milieu. Ça veut dire dès qu'on... Pour ça, si nous, notre aventure collective, il y avait des enjeux financiers, c'est le cas. S'il y avait 3 sociétaires les plus anciens qui gagnent par rapport... Tout le monde se regardera en disant, attendez, je fais un effort pour quoi, moi? Pour qui? Là, tu sais que tu le fais pour le producteur et qu'il n'y a pas ce parasitage du gain financier. Alors, parmi vraiment les dernières questions, tu as parlé tout à l'heure, qui était très visible sur les réseaux, de l'intervention auprès du président Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui a vraiment changé depuis cette prise de parole et le manifeste qui est là également et selon toi, surtout, qu'est-ce qui manque encore pour garantir un modèle plus durable et équitable pour l'agriculture française? Là, c'est pareil. Pour répondre à la question, rien, mais... comme avant. Non, mais là, après, je vais dire avant de donner des infos là-dessus que ce qu'on a décidé de faire, c'est d'avancer sans plus attendre personne. Et c'est la meilleure des décisions. Absolument. Parce que l'action, c'est quand même quelque chose de très réconfortant par rapport aux discussions, aux attentes, aux agacements. Franchement, on est dans un monde où quand on reprend, si on regarde un peu le monde politique, les millions d'heures de discussion entre des gens qui s'opposent dans des idées. Non, mais il faut imaginer. Vous avez des milliards d'heures de discussion où tout le monde, au millimètre d'une idée ou par contraste, se renvoie une balle. Et là, tu te dis en tant que citoyen, mais attendez, il y a un truc à quel moment on passe à l'action en fait pour essayer de faire quelque chose? À la limite, on fait quelque chose. Si d'ailleurs on le fait pas dans une dureté de vision, en se disant ok, s'il y a un échec, on va rectifier. Si on fait les choses un tout petit peu différemment, on peut être 100 fois plus fort parce qu'en plus, les citoyens que nous sommes, au lieu de regarder le spectacle de parents dans une complication de relation éternelle, si à un moment donné il y avait de l'action et la capacité, nous, à nous impliquer pour faire en sorte que ça puisse fonctionner, ce serait sans doute la politique de demain, où les citoyens sont plus spectateurs en attendant que des gens providentiels changent leur sort, mais ils comprennent les enjeux, les retombées, les impacts financiers, et ensuite ils deviennent acteurs du fait que ça marche. Bon, ça c'est peut-être pour la suite. Mais j'ai oublié la question, c'était La question c'est est-ce qu'on peut changer ce modèle d'agriculture française finalement, avec ce consommateur engagé que tu représentes? Voilà.
Je veux d'abord dire que nous, on avance et on point fait barre, on fait au quotidien. Et on le fait tous ensemble et ça marche. Mais quand même, j'essaie toujours avec plein de bienveillance, je ne sais plus comment le dire en monde politique. En fait, ça fait 40 ans, ce qui montre bien que ce n'est pas les uns ou les autres. 40 ans de ministère de l'Agriculture. 32 000 personnes dans le ministère de l'Agriculture, avec les chambres d'agriculture. C'est pas rien. Des milliers de millions d'heures de gens qui, notamment, doivent s'occuper des producteurs et de leur rémunération. 40 ans plus tard, il y a des petites choses qui sont faites et il faut les saluer, des petites avancées. Mais comment se fait-il que les producteurs en France ne soient pas la première population de gens protégés en sachant qu'ils nourrissent les autres? Donc ça veut bien dire que c'est peut-être même pas un problème de personne. Il y a un logiciel qui rend incapable les solutions. Et quand le ministère de l'Agriculture, et pas que celui-là, je ne suis plus dans une notion de personne, ou le président de la République, encore plus étonnant, où il connaît bien l'histoire, le sujet depuis 2017, il sait que C'est qui le patron a inspiré la loi Egalim, qui est la fameuse loi pour protéger les producteurs. Eh bien, comment se fait-il qu'une aventure qui marche dans la vraie vie, portée par des consommateurs, qui ne coûte pas 1 euro à l'État, qui change la vie des producteurs, qui transforme et protège des familles, qui permet à des jeunes de s'installer, qui change les choses au niveau du bien-être animal, au niveau de l'impact. Comment cette aventure-là, au moment où on cherche des solutions, elle n'est même pas consultée parce que je peux vous dire aujourd'hui qu'on n'a jamais reçu un appel depuis quelques mois de gens qui doivent s'intéresser à ces questions. Il y a une espèce toujours, peut-être inconsciemment, de « Non, mais nous, on est quand même des experts, les conseillers se voient un peu comme ça, on ne va quand même pas aller chercher une solution qui marche dans la vraie vie, qui est portée par des citoyens. On donnerait l'impression qu'on manque de compétences. Le premier manque de compétences, c'est de ne pas avoir l'humilité de se dire, dans le contexte actuel, prenons des choses qui marchent. Au-delà de ce qui est le patron, dans le monde de l'éducation, partout, tout ce qui peut fonctionner. Il y a... des évidences et des solutions qui passent sous les radars de gens qui sont normalement là pour trouver des solutions collectives. Bon, je l'ai dit avec une pointe un peu d'agacement parce que c'est désespérant quand on voit l'urgence côté producteur, mais une seconde après, ce qu'on s'est dit tous, c'est bon, allez, on trace. On y va. On va même plus maintenant dans ces rendez-vous. On est invité dans des rendez-vous. C'est une perte de temps. Non, pas les rendez-vous. Ce qui manque, c'est les consultations sur notamment Egalim. Mais des trucs politiques pour essayer de nous demander... en fait, on essaie de ne pas perdre de temps avec eux, mais on aimerait beaucoup qu'ils en fassent gagner à tout le monde et notamment qu'ils aident les producteurs. Voilà un peu le. D'accord. Le parti pris. Dire au nom de tous. Qui est le parti pris de l'action, tout simplement. Mais on reste tout à fait ouvert, évidemment, nous citoyens, à des solutions pour aider les producteurs. Alors vraiment, mes 2 dernières questions maintenant, Nicolas. En tant que leader donc de ce grand mouvement collectif, C'est qui le patron? Comment gères-tu l'équilibre finalement? Parce que j'ai ressenti pendant cette discussion entre l'émotion. J'ai un très bel invité il y a quelques mois, Daniel Goleman, l'auteur de l'intelligence émotionnelle. Et donc l'émotion qui est forte avec ces vies qui sont en jeu, avec les défis de l'alimentation, enfin tous ces enjeux que tu as évoqués. Et la rationalité finalement et les données, dont tu as très bien parlé, extrêmement précises, factuelles, dans tes choix stratégiques finalement. Quel est ce dosage que tu as dans tes 2 cerveaux Alors, je fais exprès, avec pleine bienveillance. Vas-y. Tu vois que cette question, elle est très, très décalée par rapport à ce qu'est le patron. Oui. Puisque c'est pas Nicolas Chaban qui fait des choix stratégiques. C'est le banc de poisson. C'est le banc de poisson. C'est une dimension très collective, même si aujourd'hui, on est un peu dépositaire de cette culture. Notre savoir-faire, c'est d'avoir ressenti cette culture intime, déjà la nôtre, d'avoir bien veillé à comprendre si c'était celle de tous, et de repartir de là pour prendre les décisions. Maintenant, sur la partie émotionnelle, ça me paraît très intéressant. Moi, je me rends compte que je fais des choses qui, émotionnellement, et même sans doute un peu trop, je me retrouve 9 ans après dans une conférence, il n'y a pas longtemps, à Angers. Il y a Nicolas Houdemont, c'est la première fois qu'on fait quelque chose ensemble, qui est producteur de lait en Mayenne. Et quand il raconte l'histoire, mais rien d'y penser, ça me file les poils sur les bras. Je me dis, mais attends, et là, j'ai passé toute la conférence à me dire, ne le regarde pas. C'était
tellement émouvant. Ouais. Et d'ailleurs, la salle l'a ressenti aussi. Ouais. Et il n'a pas fait des effets de manche, il a juste raconté les choses. Et sa vie. C'est hyper touchant. Ouais. Donc, moi, je n'ai fait l'histoire que comme ça. Mais je ne l'ai pas fait dans une dimension d'entrepreneuriat, de business plan. Parce qu'en plus, je ne sais pas ce que c'est. Et sincèrement, 3 ans et demi après le démarrage de C'est qui le patron, on n'avait même pas de directeur financier. Et je ne savais pas vraiment le chiffre d'affaires. Enfin, je ne suis pas un très grand gestionnaire. Bon, l'équipe, heureusement, est là. Tu es bien accompagné. Pour pouvoir le faire. Et elle aussi. Elle n'a pas refroidi le truc avec des efficaces dans un poste qui vont essayer de créer de la rentabilité. Et d'ailleurs, moins on s'occupe de la rentabilité, de faire un max de résultats, ou je ne sais pas comment ça marche plus traditionnellement dans une boîte, plus c'est énorme les résultats. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment... peut-être qu'il y a un autre chemin que le stress du résultat pour le résultat. Si les choses sont faites au contact de millions de gens qui vont consommer très horizontal dans une fréquence collective qui n'est pas « je suis entrepreneur et vous êtes des consommateurs », on est évidemment aidé et les résultats sont très grands. Donc le leadership, il est au départ, mais après il faut le repositionner à l'échelle du collectif. Même s'il ne faut pas le renier, moi j'essaye de temps en temps de dire à l'équipe, attendez, je vous rappelle un peu le principe initial. Les valeurs je le fais tous. Je ne dis pas c'est ma vision géniale de l'entrepreneuriat que je vous assène et que je vous impose. C'est vous êtes d'accord, c'est plutôt ça notre histoire. Le chemin, il est plutôt là. Et après on en parle. Mais ça veut dire... si on ne sait pas, on pose la question à tout le monde. Bon, vous êtes d'accord, on le fait comme ça. Et c'est cet échange qui est riche et qui fait le succès de l'histoire. Alors, pour finir véritablement ma dernière question, Nicolas, moi je crois beaucoup dans l'univers évidemment très incertain qu'on traverse, n'en parlons pas au niveau géopolitique, etc. Je m'arrête là sur cette liste qui pourrait être infinie. Je crois beaucoup comme toi en fait que c'est par l'action très concrète dans sa vie personnelle, sociale, entrepreneuriale, associative, coopérative qu'on peut créer un impact positif au cœur de sa vie finalement. Donc, c'est la raison pour laquelle je passe beaucoup de temps avec des jeunes, beaucoup plus jeunes que moi. D'abord, j'apprends beaucoup d'eux. Bravo. Et puis, ça communique des vibrations positives dans les deux sens. C'est essentiel. Et je crois beaucoup à une nouvelle génération, finalement, de ce que j'appelle leaders positifs qui entreprennent pour le bien commun. Et je pense que tu en fais partie. Maintenant, voilà, tu penses à un jeune Nicolas de 20 ans qui viendrait te voir aujourd'hui. Je dis pas que c'est le Nicolas de toi il y a quelques années, mais et qui se dit, moi, je suis vraiment touché par telle cause, tel sujet, pas forcément dans l'alimentation d'ailleurs, mais dans tous les sujets de notre société qui sont vastes. Quelles seraient tes 3 recommandations un peu de coach, de conscience à ce jeune en 2025, à cette jeune femme qui se lance dans cette aventure sous des formes différentes d'entrepreneuriat à impact? Ça serait quoi? Moi, j'ai qu'une vision. Alors, je le dirais, j'ai pas beaucoup de nuances, mais pour des raisons, à mon avis, aussi bienveillantes. Ça m'est arrivé récemment avec Thibaut Pousse, qui a 24 ans, qui est allé aux États-Unis faire Berkeley, qui revient avec un diplôme qui peut lui permettre de rentrer dans toutes les boîtes et d'être payé très cher. Et il dit, moi, dans le monde de la musique, j'ai envie de faire un C'est qui le patron. Il me donne une image très simple. 1% des artistes du monde entier perçoivent 96% des revenus de la musique. Des recettes, et donc, le projet s'appelle Cruiser. Et c'est un très beau projet qu'il faut soutenir. Et lui accepte l'idée. Je lui dis, mais est-ce que tu acceptes l'idée que tu ne seras pas Zuckerberg ou je sais pas qui, multimillionnaire, puisque si tu veux faire quelque chose de collectif, il faut le faire dans une autre dimension. Donc, ce que je dirais à ces plus jeunes, et je le dis d'ailleurs à des plus anciens, et qui d'ailleurs sont à l'écoute parce que je finirai aussi là-dessus, ils sont en train de tous se gratter la tête. Les plus grosses boîtes de France et sans doute du monde se disent, waouh, il y a un virage, le tour de magie d'avant, il ne va pas tenir. Les gens veulent savoir à quoi sert l'argent, où il va falloir qu'on change. Je dirais aux plus vieux comme aux plus jeunes, il y a un temps qui se finit là. Bon, il reste encore quelques années. Mais on arrive à la fin. Le temps du système capitaliste à l'ancienne, c'est comme ça, il y a des cycles. C'est fini, on ne peut plus se permettre, on ne peut pas se permettre de continuer comme ça avec des enjeux fous qui sont les nôtres. Et en face de ça, c'est pas juste, mon Dieu, c'est triste et dramatique. On découvre, espoir incroyable, qu'on a une solution, mais à portée de main, nos actes d'achat. C'est-à-dire que, avant de répondre à ce plus jeune, quand tu prends conscience, c'est le préalable que j'essaie de faire à tout le monde, que côté consommateur, qui est plus un consommateur qui se contente de consommer, il relève la tête, il dit waouh,
avec les enjeux que j'entends et qui engagent mon propre avenir et celui de mes enfants, je veux faire autre chose. Et là, le 1er janvier de chaque année, en France, les 1600 milliards d'euros des dépenses annuelles des ménages sont dans nos poches de consommateurs. Imaginons une année où, au lieu d'aller butiner comme ça, à droite à gauche, et puis de créer cette économie en mosaïque avec tous les déséquilibres, on a une année avec des entreprises dont le modèle, par nature, fait que mécaniquement, un modèle partageur, c'est pour ça qu'on essaie de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'entreprises comme ça, j'amène mon argent dans une assurance, des restaurants, demain une banque. Bon. Je sais mécaniquement, parce qu'il y a à l'intérieur de la structure, ou moi, si j'y suis en tant que sociétaire, ou des gens comme moi, une mécanique de partage de valeur qui fait que j'amène mon argent à ces endroits-là, mécaniquement. L'impact sur le monde, et donc ce grand bateau qui avance un peu comme s'il n'y avait plus de volant et plus personne qui pilotait, on va ramener les choses dans la direction du bon sens collectif et de la bienveillance. Quand tu mets, il y a 8 milliards de gens d'un côté, 8000 dirigeants de grandes entreprises et d'hommes politiques de l'autre, quand les 8 milliards de gens vont se réveiller en se disant « Attends, on a compris que ce n'est pas nos grandes idées qui allaient peut-être changer le monde, mais nos actes d'achat, en silence, la révolution silencieuse, j'amène mon argent, pas facile à gagner, à un endroit, tiens, les producteurs sont bien payés, les salariés dans cette boîte sont bien payés, donc ils peuvent acheter à une autre boîte où des salariés sont bien payés. On a une capacité à tout changer. Donc c'est le moment d'une angoisse absolue et d'un grand espoir. Et je dirais à ces jeunes-là, ne faites pas des entreprises dans le modèle d'avant où vous jetez une pièce en l'air, vous passez 4 ans à galérer, à essayer de trouver un modèle à pas vous en sortir. Il y a toujours des plus gros, des plus financés. Arrêtez ça. Montez des structures. Ok, gardez les 51% d'entrepreneurs. Mettez 49% à côté de vous une fondation actionnaire parce que c'est des consommateurs, c'est les plus beaux associés du monde. Vous allez devenir, moi je pense que toutes ces structures vont devenir leaders de leur secteur. Parce que je vois pas comment les gens que nous sommes vont pas mettre de l'argent au même prix dans ces structures-là quand on sait à quel point ça soigne le monde. Donc il faut le faire dès maintenant. Nous on l'a créé là, on va en parler, ça s'appelle les entreprises du partage. Et en faisant ça, ce qui se passe, et ça c'est intéressant, c'est que les plus grands groupes nous appellent en disant nous aussi, on se pense que ça va être très compliqué. Alors, je ne cite pas les noms, mais c'est des énormes groupes. Donc tu es consulté sur le modèle. Et je leur dis, écoutez, votre immeuble de 400 étages, là, bon franchement, pour aller avec les racines, le logiciel, ça va être dur de le changer. On va changer le 337e étage, 3 portes de fenêtres, il ne va rien se passer. Puis après, il y a Kaiser Soze, c'est-à-dire que même si tu veux tout changer, il y a un grand patron, on ne sait pas qui c'est, qui bloque tout. Bon. Non, on va reconstruire à côté de la tour de 400 étages. On refait, là, vous avez donc dans cette structure la fondation actionnaire, 51%, vous amenez votre actif. Il y a un énorme filtre ici où nous, consommateurs, on sait à quoi ça sert. Il n'y a plus de tiroir où on ne sait pas s'il n'y a pas un truc planqué. Bon. On est au courant de tout, on sait où va l'argent, il y a de la transparence. Et puis, vous verrez bien. Si ce monde d'avant se maintient, ça restera embryonnaire ici. Mais si à un moment donné, ça bascule, vous aurez une arche de Noé où vous allez retrouver d'ailleurs vos consommateurs. Ce qui est quand même plutôt sympa quand on est entrepreneur. C'est clair. Donc en fait, il y a un monde qui va se construire juste à côté du monde actuel. Et puis on verra, moi je suis persuadé que ça va basculer, mais ceux qui n'auront pas fait ces structures qui partagent beaucoup plus et plus transparentes, ils risquent de s'effondrer sur eux-mêmes en quelques années, parce que ça ne tiendra pas. Le tour de magie de je prends des milliards à des gens qui sont en inquiétude totale sur ce qui va se passer dans le monde, et vous inquiétez pas, je vous dis pas où ça va, mais vous verrez bien arriver le résultat. Non, c'est fini. C'est l'heure de la transparence, du partage. Je finis là-dessus. Nous, les consommateurs, on échange désormais un truc très simple, de la transparence et du partage contre un succès. Vous nous dites où va notre argent, à quoi il sert. Vous partagez pour qu'à un moment donné, ça soigne le monde, notre argent, et que ce ne soit pas juste... ça alimente un système un peu absurde. Et en échange, on vous amène un succès. C'est un modèle qu'on connaît bien depuis 8 ans.
Et humblement, je pense qu'il peut aider beaucoup Ouais. d'entrepreneurs à prendre ce virage. Ouais. Et ça va aider beaucoup de consommateurs à avoir un avenir un peu différent. Nicolas, un énorme merci. C'était une discussion à la fois passionnante, inspirante, beaucoup d'émotions aussi, en te voyant aussi, parce que tous ceux qui ont regardé l'épisode sur YouTube aussi, Nicolas naviguait au milieu du banc de poissons aussi. Et en tout cas, en remettant, je pense vraiment surtout l'humain au cœur des décisions, que ce soit de l'alimentation, de la production, du bien acheter et du bon sens collectif de chacune d'entre nous, et d'embarquer ça dans de nouveaux modèles. Donc un énorme merci, parce que je pense que ça va inspirer beaucoup de personnes qui écoutent ce podcast. Et à tous ceux, toutes celles qui écoutent, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Moi, j'apprécie toujours beaucoup. Si vous mettez un 5 étoiles, encore mieux. C'est un vote toujours qui donne de l'énergie positive à tous les autres qui ont envie d'écouter. Et à très bientôt sur un autre épisode du Positive Leadership Podcast. Nicolas, un très grand merci et bravo, non seulement pour le manifeste, mais pour l'action et l'exemple que tu montres à bien d'autres générations, d'anciens ou de jeunes. Et que les plus jeunes viennent nous voir. Avec plaisir. Leur donner 2-3 je me permettrai peut-être de t'inviter volontiers. avec cette communauté de jeunes. Merci beaucoup, Nicolas. Merci.